Salut tout le monde, vous l'avez pas encore assez entendu, alors bonne année. Ta gueule! Aujourd'hui on va se faire du bien en se faisant du mal. Sortez vos gants en cuir et votre plus belle cravache. On va parler cryptographie et lâcher la bête. Littéralement. Si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'une des menaces principales à la faille Log4Shell, c'était de se faire infecter par un malware, et notamment par des ransomware. Alors je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce type de virus, c'est un des plus dangereux et des plus répandus ces dernières années, et je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de rentrer un petit peu plus dans le fond des choses, et pourquoi pas de faire l'expérience de ce genre de menace. Mais avant de se jeter dans la gueule du loup, on va rappeler quand même quelques bases. Alors, pour bien comprendre la crypto, pour moi c'est essentiel de repartir du besoin initial, de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a inventé. À l'origine, ça nous vient plutôt du domaine militaire, et le besoin était de pouvoir transmettre des messages que seuls nos alliés pouvaient comprendre, et pas l'ennemi. Et donc là, on met le doigt sur le besoin réel, qui est la confidentialité. On se fiche que le message soit détruit, qu'il soit intercepté, ou même qu'il soit modifié à ce stade-là. Pour l'instant, on veut simplement que seules les personnes qui ont été choisies puissent déchiffrer le message. Et donc la cryptographie, ça a été la réponse à ce besoin-là. À la base, c'est une discipline qui permet de rendre un message illisible, sauf au correspondant choisi, grâce à deux choses, un algorithme et une clé. L'algorithme, c'est une formule mathématique qui va vous permettre de transformer le message, et la clé, c'est ce qui va vous permettre de vous assurer que ce soit compris que par vous et votre correspondant. Et en ça, c'est très différent de deux disciplines qui sont cousines. Je veux parler de l'encodage et de la stéganographie. Alors la stéganographie, c'est une technique qui vous permet de cacher un message à l'intérieur d'un autre message. Et peu importe la complexité, le principe est toujours le même, je vais vous montrer ça. L'exemple le plus classique, ça va être avec une image. Si je prends cette magnifique image, de moi en train de vous dire d'aller ranger la vaisselle, je vais l'ouvrir avec le notepad. Alors là, vous voyez que le notepad essaye d'interpréter le code qu'il est en train de lire, mais vu que c'est une image, il va pas arriver à grand chose. Mais si j'ai envie de camoufler un message caché à l'intérieur, je peux tout à fait le faire. Je vais me mettre ici quasiment à la fin du fichier. J'ai plus qu'à l'enregistrer, et là vous voyez que ça affecte pas beaucoup mon image quand même. Mais par contre, si jamais j'envoie ce fichier là à un correspondant et qui sait où chercher, il pourra tout à fait l'ouvrir lui aussi avec un notepad, et se rendre à la fin du fichier pour aller y lire le message que j'y ai caché. Bon alors, vous pourrez me dire que du coup, le problème est résolu. Ouais, mais en fait non, parce que déjà la première chose c'est que là, le message, il est toujours en clair. Il n'y a aucun traitement qui a été fait dessus, donc n'importe qui peut le lire. Et puis surtout, même s'il faut effectivement savoir où chercher pour pouvoir le trouver, eh bien on peut pas considérer que cette connaissance soit réellement une clé, parce que n'importe qui peut appliquer un petit peu de logique pour arriver à retrouver ce genre de choses là. Je vais vous montrer un petit exemple de ça. Par exemple, je pourrais très bien utiliser la commande strings sur l'image, commande qui me permet de récupérer toutes les chaînes de caractères qui sont présentes dans un fichier, peu importe le format, et de les extraire. On n'a plus qu'à aller regarder ce qui se trouve dedans et oh magie, vous voyez que strings m'a extrait absolument toutes les chaînes de caractères dont le message qui était écrit juste à la fin. Donc le problème de la stégano déjà c'est qu'il n'y a pas réellement de clé et surtout que le message est complètement lisible. Dans le domaine de la cybersécurité, ça s'appelle de la sécurité par l'obscurité et c'est considéré comme très peu efficace si c'est utilisé tout seul, exactement pour cette raison, parce que avec de la logique et un petit peu de temps et un peu de volonté, vous arrivez très facilement à retrouver tous les messages. La deuxième technique, ça va être l'encodage. Alors l'encodage, lui, il va pour le coup réellement transformer le message, mais vous allez voir qu'en termes de sécurité il y a quand même un problème, et pour une bonne raison, c'est que c'est pas prévu pour faire de la sécurité à la base. Alors l'exemple le plus représentatif peut-être, ça va être le code ASCII que vous allez retrouver énormément. L'ASCII, c'est un codage de caractères qui vous permet de convertir du binaire, de l'octal, du décimal, de l'hexadécimal en caractères classiques. Donc par exemple, si vous écrivez un message en clair et que vous lui demandez de coder ça en hexadécimal, il va vous sortir le code 44, 69, 73, 63, 6, F, 72, 64. Donc là, il y a bien une transformation. Le message n'est pas lisible par un correspondant lambda, mais là où c'est pas utilisable du tout en sécurité, c'est que la clé, elle est bien connue. Et la clé, en fait, c'est ce que vous avez sous les yeux là, c'est la table ASCII qui est connue par absolument tout le monde, qui est publique, et qui nous dit par exemple que en hexadécimal, 44, ça correspond à D. Et c'est la même chose pour tous les autres caractères de la table ASCII. Mais alors pourquoi utiliser des codes comme ça? Tout simplement parce que ça permet à plein de logiciels et plein de systèmes différents de standardiser leur message et la façon d'écrire la donnée. Typiquement, je vais vous montrer les deux formats d'encodage qui sont les plus courants et que vous retrouverez le plus en tout cas en sécurité, le base64 et l'URL encode. On va commencer par le base64. Pour ça, je vais me servir de Burp Suite qui va me permettre d'intercepter les requêtes HTTP que je vais faire vers le site en question. J'active l'interception, je le mets en proxy entre mon navigateur et le serveur que je veux atteindre et on va aller regarder ça tout de suite. Ok, bon, intéressant, on a tout ce qu'il faut là-dessus.
Bon, pour ceux qui connaissent pas Burp, ne faites pas un infarctus tout de suite, vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. Ça c'est juste la requête HTTP que j'ai fait aussi d'internet, mais en version brute. Et donc là on voit qu'il y a un cookie dans ma requête, alors je vais le prendre. Vous voyez, c'est toute la section en vert avec le égal à la fin, et le base64 est reconnaissable en grande partie grâce à ça. Et donc je vais utiliser ce site là pour décoder ça. Bim, parfait. Et si je reviens voir ma requête, dans Burp Suite, vous voyez bien que l'adresse que j'avais tapée, qui était pleine d'espaces, de points d'exclamation, etc., et elle était encodée en format URL, c'est-à-dire que les espaces ont été remplacés par des %20, et s'il y avait eu d'autres caractères un peu spéciaux, pareil, ça aurait été transformé avec des caractères en pourcentage. Et si je décode ça, vous voyez que on retrouve bien ce que j'avais tapé à l'origine. Ok, donc l'encodage, vous voyez que c'est pas fait pour faire de la sécurité, c'est vraiment pour de l'interopérabilité, éventuellement pour du contrôle. Mais du coup, qu'est-ce que la crypto a de si spécial comparé à ces deux-là? Donc ici, vous avez Monsieur A qui a envie d'envoyer un message à Monsieur B. Monsieur A, il a déjà son petit message qui est prêt et qui est en format tout à fait lisible, donc en clair texte. Et ce qu'il va faire, c'est que avant de l'envoyer, il va le faire passer par une opération mathématique, un algorithme mathématique qui va complètement le transformer. Mais vous avez bien compris, avec ce qu'on a dit sur l'encodage tout à l'heure, que si on n'utilise pas de clé ou une clé que tout le monde connaît, ça servira à rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une clé qui va rester privée. Et l'algorithme, grâce à cette clé-là, va transformer le message lisible en message chiffré. Et c'est ce message chiffré qui va être envoyé à B. Et puis de son côté, B, pour pouvoir lire le message, le reconvertir en message clair, il aura simplement à utiliser le même algorithme de chiffrement que A, avec la clé qu'il aura obtenue auparavant. Bon, le plus simple, ça va être encore de vous montrer comment est-ce que ça marche. Et on va faire nos premiers pas avec quelque chose de très simple, le chiffrement de César. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un chiffrement par substitution. C'est-à-dire que, comme avec l'encodage, tous les caractères qui vont être présents dans le message vont être changés pour un autre. Donc par exemple, si je tape ça, chacune des lettres va être convertie en une autre lettre de l'alphabet. Et vu que c'est un chiffrement par substitution, et dans ce cas-là par décalage, suivant le nombre que je mets ici, donc là je vais mettre 1 pour tester, et bien ça va me donner des résultats différents. Par exemple, la première lettre qui est ici était F, a été transformée en G. Pour le I, ça devient J. Et si j'augmente le décalage, si je mets 2 par exemple, au lieu de se décaler d'une seule lettre, ça va se décaler de 2 lettres dans l'alphabet. Donc si vous avez bien suivi, la substitution c'est l'algorithme et le nombre de décalage c'est la clé. Bon alors c'est super sympa tout ça, mais en fait il y a deux faiblesses qui sont évidentes avec celui-ci. La première, et c'est certainement celle que vous avez vue dès le départ, c'est que dans l'alphabet on a 26 lettres. Ce qui veut dire que en fait j'ai que 26 possibilités pour ma clé. Et donc c'est un gros problème parce que ça veut dire que si jamais je chiffre mon message avec ça, n'importe qui peut utiliser, vous avez même le bouton ici, n'importe quelle technique de brute force pour essayer toutes les possibilités et puis on verra bien laquelle des rotations va me donner le résultat que j'attends. Donc déjà la clé, c'est mort. Et ensuite la deuxième faiblesse, ça va être l'algo en lui-même. Là on fait juste une rotation de certains caractères, ça veut dire que c'est extrêmement vulnérable à des attaques extrêmement basiques. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les lettres dans nos alphabets ont une certaine fréquence et que par exemple la lettre E c'est la lettre la plus courante. Ça veut dire que si jamais vous envoyez un message qui a été écrit en français et que vous avez les statistiques d'apparition des lettres, vous pouvez très facilement au fur et à mesure déduire les lettres par rapport à leur fréquence d'apparition dans le message. Donc l'algorithme lui-même il n'est pas safe du tout. Bon alors vous vous doutez bien qu'on ne fonctionne pas avec ça aujourd'hui et qu'il y a de la crypto bien plus efficace que ça. Je vais simplement vous présenter celui qui est accepté comme le standard actuel et qui est le plus utilisé. J'ai nommé AES pour Advanced Encryption Standard. Alors l'AES en fait vous le retrouvez absolument partout et globalement une majorité de ce qui se fait aujourd'hui en crypto symétrique c'est de l'AES. Bon allez, je vais vous expliquer rapidement et simplement comment ça marche. Non, retenez juste que c'est des maths compliqué et que l'algorithme, pour l'instant, il est considéré comme safe. Ce qu'on a dit par exemple sur le chiffrement de César, c'est pas possible ici, on peut pas étudier la fréquence d'apparition des caractères ou faire des corrélations comme ça. Si ça vous intéresse et que vous avez envie de creuser un petit peu plus, vous pouvez aller faire un tour du côté des vecteurs d'initialisation, donc les IV, et tous les modes d'opération de l'AES qui apportent des solutions à ce genre d'attaque. Et pour ce qui est de la clé, vous avez vu tout à l'heure que avec le chiffrement de César, on avait en tout 26 possibilités. Et dans le cas d'AES, alors je sais pas si vous avez fait attention, mais AES, il vient en plusieurs versions. Vous avez pu voir écrit AES 128, AES 192, AES 256. Et bien en fait ce chiffre que vous voyez après AES, ça fait référence à la longueur de la clé. Ce qui veut dire que pour l'AES 256, la clé que vous pouvez utiliser fait 256 bits. Et en fait si on regarde 256 bits, ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 10 puissance 77 possibilités différentes. Et donc si vous utilisez un ordinateur vraiment monstrueux et que vous demandez à cet ordinateur de tester toutes les possibilités, il vous faudrait à peu près 150 000 milliards d'années pour arriver au bout. Pour résumer, avec l'AES, à moins que vous ayez une implémentation qui soit complètement dégénérée, soit vous avez la clé, soit c'est mort. J'arrête de vous torturer avec la crypto pour l'instant, et on va parler de ce qui vous intéresse, les ransomware. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant,
Les ransomware, c'est un type de virus très particulier et le fonctionnement est extrêmement simple. Une fois qu'il a infecté votre machine, il va cibler tous vos documents, tous vos fichiers et il va les chiffrer avec un chiffrement fort, genre l'AES 256. Une fois qu'il a tout chiffré, ça vous est inaccessible et en général, vous avez un joli message qui vous demande de payer une rançon pour qu'on vous fournisse la clé privée. Et si vous avez bien suivi jusque-là, si vous n'avez pas la clé, vous n'avez rien du tout. Alors ces dernières années, il y en a eu énormément qui sont sortis. La première vague, ça a été tout ce qui était CryptoLocker que vous voyez là. Vous avez aussi le très classique CryptoWall, magnifique. Et puis vous avez la deuxième vague, particulièrement dégueulasse. Et un bon représentant de ça, ça a été WannaCry. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui. WannaCry, à la base, c'est juste un ransomware comme les autres, mais il avait juste un petit détail en plus, c'est qu'il exploitait une vulnérabilité sur SMB qui est un composant quasi obligatoire sur les systèmes Windows. Et en fait, cette faille, ça lui permettait de se propager tout seul à travers le réseau. Ça en sécu, ça s'appelle un worm, et c'est le pire des virus qui puissent exister. Parce qu'une fois que vous l'avez relâché sur internet, s'il est bien fait, il va exploiter absolument toutes les machines qui sont accessibles et qui sont vulnérables, et les infecter et continuer à se répandre. Et malheureusement, à l'époque de WannaCry, la faille SMB était présente sur énormément de systèmes, et donc même si Microsoft a sorti des patchs en urgence et qu'il y a une grosse action de la communauté dessus, les dégâts forcément ont été monstrueux. Et c'est là que le parallèle se fait aujourd'hui avec ce qui se passe avec Log4j et la vulnérabilité Log4Shell. Même si pour l'instant on n'a pas encore ce genre de virus qui tourne, ou alors je suis pas encore au courant, et bien c'est typiquement le genre de faille qui est tellement répandu que ça pourrait donner ce genre de catastrophe. Vous en avez un autre dans le genre qui est pas mal aussi, c'est NotPetya. Celui-ci il était encore plus violent et pour le coup c'est l'Ukraine qui a pris très cher. Si jamais ça vous intéresse ce genre d'histoire de virus, je vous conseille largement d'aller regarder ou plutôt écouter les Darknet Diaries. C'est en anglais et forcément il n'y a pas de sous-titres vu que c'est un podcast, mais les deux émissions sur ces deux virus sont excellentes et super sympas à suivre. Allez, cette fois on y va. Et juste pour vous, j'ai retrouvé un magnifique représentant de ce qu'on appelle les ransomware as a service, comme quoi le cloud ne finira jamais de nous étonner. C'est donc tout un business et tout un service de ransomware qui vous est donné clé en main, si c'est pas magnifique, et qui vous donne accès donc à des plateformes de création et de contrôle de ransomware, si c'est pas magnifique, en 3 clics. Ah voilà, parfait, après une petite recherche Google, on tombe sur Rastnet, je sais pas comment il se prononce. Et qu'est-ce que ça nous raconte? On voit que c'est un script en Python, ils ont une version en .onion sur le Darknet, parfait, il y a des monsieur méchants, du texte en jaune, ça a l'air pas mal. Ah oui, il y a carrément un super dashboard bien foutu, vous pouvez voir toutes vos victimes en temps réel, parfait. Un petit masque pour se protéger du soleil, faut faire attention à ne jamais sortir. Et tout est rouge, ça a l'air pas mal. Bon allez, on va pas lire le reste, je m'en fous un peu. Voilà, les instructions pour installer ça, c'est parti. Donc, hop. Et pour finir, on lance le script. Ouh, ça sent le Dark Sasuke. Alors qu'est-ce qu'on a? Start server, decrypt files, non. Generate payload, oh, ah voilà, ça j'aime bien. Alors mode, le type de chiffrement, là on me permet d'utiliser l'AES, je vais faire ça. Ici on peut même sélectionner les dossiers qui vont se faire chiffrer, donc là on voit que c'est ciblé pour du Windows avec les downloads, documents, pictures, machin. On peut customiser le message, on peut mettre notre image, etc. Ouais, bien foutu. Allez, il peut rien nous arriver d'affreux maintenant, parfait, il m'a déjà enregistré le payload. Alors, payload.py. Bon go, on va pas prendre plus de précautions que ça. Après tout, je leur fais confiance. Pas m'arriver grand chose. Let's go! Ouais, effectivement, il n'y a plus rien qui bouge. Je suis complètement bloqué. Bon, c'est ce qui se passe en fond, il est en train de tout chiffrer en arrière-plan, donc tout ce qui se trouvait dans les dossiers que je lui avais donnés, c'est en train d'être chiffré. J'aurais peut-être dû couper Internet quand même. Bon, après c'est dans une VM, donc